Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de septembre. Dans cette vidéo, j'ai 4 romans ainsi qu'un titre graphique à vous présenter et vous allez voir qu'on va passer du pas très bon au très bon en passant par des lectures plutôt plaisantes. Donc voilà, du coup il y a un peu de tout. Dans cette vidéo, je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de On ne touche pas par Katie Roof, un roman de la rentrée littéraire. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture du 5e et dernier tome des Chroniques d'Ozzy par Jean-François Chabas. Puis ce sera au tour du roman Les 7 maris d'Evelyn Hugo par Taylor Jenkins Reid. Après ça, je vous donnerai mon avis sur le premier tome des Brumes de Cendrelune par Georgia Caldera. Et côté graphique, je vous parlerai de ma lecture du second tome de la bande dessinée Harry par Rolling Penn et Katmos James. Du coup, je démarre tout de suite avec On ne touche pas par Katie Roof. C'est un roman de la rentrée littéraire, il m'avait bien fait envie lors de la présentation. Son autrice m'avait vraiment donné envie. On est ici sur un premier roman et on va suivre l'histoire d'une femme qui est prof de philo, qui a une vie somme toute assez ennuyeuse dans laquelle elle n'est pas très épanouie. Elle prend du Prozac, elle s'ennuie en cours, elle a du mal à se faire entendre, à se faire respecter par ses élèves. Elle est assez passive en fait face à tout ce qui se passe dans sa vie. Et un jour, pour essayer de un peu changer le cours de sa vie, pour essayer de découvrir autre chose et d'apporter finalement un peu de prendre le contrôle en fait de sa vie et de son corps également, elle décide de faire la rencontre d'un club de striptease et en fait elle commence tout d'abord par des cours d'effeuillage, donc des cours de danse et d'effeuillage, et finalement ensuite elle va se faire embaucher dans une boîte de striptease et va du coup devenir stripteaseuse la nuit en parallèle de ses cours de philo la journée. Du coup, elle mène une espèce de double vie et on va vraiment voir naître du coup Rosalie, qui est le personnage qu'elle se crée, la stripteaseuse qu'elle invente, et du coup voilà, on la suit dans tout ça. Je dois dire que c'est un titre que j'ai trouvé assez déroutant dans son départ parce que c'est un titre qui est finalement très cru et je m'attendais pas à ça compte tenu du fait que notre personnage, enfin notre héroïne est professeure de philo et que c'était la narratrice. Je m'attendais pas à un langage aussi cru et aussi aussi cru, aussi imagé de sa part. Donc voilà, du coup il m'a fallu un petit peu de temps pour passer ça et pour vraiment entrer dans le récit, en sachant que bon, c'est un récit qui fait 200 pages, donc ça a été quand même assez rapide, puisqu'ensuite j'étais vraiment prise dans le récit. Et une fois qu'on a Rosalie qui naît et qu'on s'attache à elle, je l'ai trouvée vraiment très chouette. J'aime beaucoup le fait que notre héroïne, je sais plus comment elle s'appelle, Joséphine, a vraiment aucun a priori sur le monde du striptease. Elle estime juste que c'est un moyen de se réapproprier son corps, que c'est un art, que c'est un métier finalement un peu, certes qui est pas comme les autres dans le sens où ça entraîne plein de choses ce monde du striptease, mais finalement voilà, que c'est juste un métier et qu'on n'a pas à dévaloriser ces femmes-là. Elle part vraiment, elle, complètement sans jugement, et j'ai beaucoup aimé le regard justement qu'elle porte sur ça. Il y a un rapport au corps forcément qui est très intéressant, et il y a également l'idée, la cohésion qui se fait finalement entre toutes ces filles du club de striptease est vraiment très chouette, et il y a une espèce de famille qui se crée là-dedans qui est vraiment intéressante. Donc voilà, tout cet aspect-là m'a vraiment bien plu, bien intéressée. Après, l'autre aspect de la vie de Joséphine, donc la vie où elle est Joséphine, prof de philo, j'ai trouvé ça assez banal, ça m'a pas plus intéressé que ça. Il y a une espèce de correspondance un peu bizarre avec un de ses élèves qui s'appelle Adrien. C'est également quelque chose dont j'ai pas forcément beaucoup trouvé d'intérêt dans le récit. C'est un récit qui parle beaucoup de l'éducation nationale, de comment... qui parle en tout cas de l'éducation nationale, des problèmes à être prof aujourd'hui, ce genre de choses. C'est pas l'aspect du roman qui m'a vraiment intéressée. Moi voilà, je le lisais vraiment plus pour l'aspect striptease, et même si le côté double vie est intéressant, finalement voilà, son autre vie m'a pas plus passionnée que ça. Du coup c'est un récit quand même que j'ai trouvé intéressant et vraiment oui, que j'ai beaucoup aimé par son aspect sans jugement, et finalement le monde complètement dans lequel elle rentre, etc., que j'ai vraiment trouvé chouette. Et du coup j'ai mis la note de 16/20. Ensuite, je me suis lancée dans Les Chroniques d'Ozzy par Jean-François Chabas.
Donc le dernier tome qui s'appelle Kowloon et qui est du coup le tome 5, c'est aux éditions Nathan. J'avais reçu du coup les 4 premiers tomes de la part des éditions Nathan. Celui-ci je ne sais pas, je l'ai pas vu passer dans les programmes, je sais pas s'ils l'ont juste pas mis dans les programmes. Et du coup quand je suis tombée dessus en occasion en librairie, j'étais même un peu surprise, je savais pas du coup qu'il était sorti. Du coup je me le suis procuré pour finir cette série, même si je dois dire que c'est une série qui m'a pas convaincue sur tous ces tomes. C'est-à-dire que j'avais trouvé le premier tome intéressant, le deuxième tome un peu décevant, le troisième tome à nouveau vraiment mieux, le quatrième tome un peu moins. Donc voilà, du coup c'était un peu c'était un peu mitigé à chaque fois, enfin un tome sur deux me plaisait en gros. On est sur une série jeunesse, enfin en tout cas on est sur une série qui se veut être de la fantasy jeunesse. Je trouve qu'en termes de jeunesse, on n'est pas sur du si jeunesse que ça parce que je trouve que le langage est quand même assez élaboré et du coup je trouve ça pas spécialement adapté à des lecteurs jeunes. Je trouve que c'est pas de la fantasy jeunesse dans le sens à partir de 10 ans. C'est de la fantasy peut-être plus middle grade à partir de 12-13 ans pour des personnes qui sont déjà quand même de plutôt bons lecteurs. Les livres sont assez courts, ils font à peu près 300 pages mais il y en a quand même 5. Donc voilà, je trouve pas que ce soit si jeunesse que ça. Je m'attendais à une série plus jeunesse que quand je l'ai commencé et je me souviens que déjà à la lecture du premier tome j'avais trouvé l'écriture assez déroutante. Je m'attendais à quelque chose de plus simple compte tenu de ce qui était annoncé, donc voilà, de la fantasy jeunesse. Finalement donc c'est un récit dans lequel on a plusieurs royaumes et il se passe pas mal de soucis dans les différents royaumes et nous on va suivre principalement les héritiers de 2 royaumes. D'un côté on a du coup Nara qui est une jeune femme qui est l'héritière d'un royaume dans lequel il se passe des choses et qui a une sorte de malédiction qui pèse sur elle. Et de l'autre côté, on va suivre Phelan, qui est un jeune homme, qui est en gros un prince qui a grandi avec Touri, qui est son ami de toujours. Mais il y a une histoire un petit peu bizarre autour de sa famille. On suit également des souris et on suit également des fées, en gros, et des trolls. Donc voilà, il y a pas mal de points de vue quand même assez différents, pas mal de personnages. C'est aussi dans ce sens-là où je trouve que c'est pas forcément si accessible que ça. Et donc voilà, du coup on suit un peu tout ça. J'ai trouvé qu'à nouveau ce tome-ci était quand même assez alambiqué au niveau du récit et aussi au niveau de l'écriture et je trouve que parfois c'est un petit peu alambiqué pour rien, je trouve que ça pourrait être plus simple. Ouais, du coup je trouve qu'il y a certains passages qui sont quand même un peu indigestes. J'ai lu une partie de ce livre en diagonale parce que je voulais quand même savoir comment tout ça allait finir, mais je dois dire que c'est pas une lecture qui m'a enchantée. Et j'ai trouvé en plus de ça qu'on avait lu finalement pas mal de pages pour une fin qui est assez parachutée et pas hyper intéressante je trouve par rapport au récit. C'est une fin enfin ces événements là ils auraient pu arriver n'importe quand. Je trouve que voilà c'était un petit peu dommage de finir là-dessus. Je suis assez déçue parce que j'avais lu, en fait quand je me suis lancée dans cette série, j'avais déjà lu un autre roman de Jean-François Chabas, qui est son titre qui s'appelle La loi du Fajan, qui parle du Fajan, qui est donc la méthode par laquelle on apprivoise en quelque sorte les éléphants, on les domestique pour accepter que les touristes montent sur leur dos. C'était un titre qui pour le coup était vraiment destiné à la jeunesse alors que le sujet est assez dur, c'était un récit qui était assez dur mais qui pour le coup était vraiment adapté à la jeunesse et qui éduquait vraiment sur un sujet. J'avais trouvé ça hyper intéressant donc c'est vrai que voilà du coup je partais plutôt contente sur cette série et finalement mon avis global sur la série est pas forcément très positif et sur ce tome-ci encore moins. Finalement je pense que c'est un des tomes que j'ai le moins apprécié ici. Et du coup ouais, je lui ai mis la note de 8 sur 20. Si ça n'avait pas été le dernier tome, je ne suis pas sûre que je serais allée au bout. Ensuite, après ça, j'avais besoin du coup de me lancer dans un récit qui allait être un récit vraiment enthousiasmant. En plus de ça, j'étais dans une période pas forcément très, très simple. Du coup, j'avais besoin d'un récit pour lequel je savais que ça allait me plaire. Un récit qui du coup soit pas forcément trop de la jeunesse parce que j'avais pas envie de retourner là-dessus. Un récit plutôt pas d'imaginaire non plus. Enfin bref, j'avais tout un tas de critères puisque je savais aussi que juste après, je savais aussi quel livre je voulais lire juste après, mais je voulais lire quelque chose entre. Et du coup, j'ai fini par me tourner sur Les 7 maris d'Evelyn Hugo par Taylor Jenkins Reid. Il est sorti aux éditions Milady en grand format en septembre dernier. Donc pour ma part, ce sont des épreuves non corrigées puisque je l'avais trouvé dans une boîte aux livres. Et c'est un récit que j'ai absolument adoré, qui a hyper bien fonctionné pour moi. Donc Taylor Jenkins Reid est surtout connue, enfin un peu plus connue je trouve pour son autre récit, donc Daisy Jones and the Six, qui était sorti chez Charleston et qui est maintenant disponible en poche. Du coup Daisy Jones je l'ai acheté assez récemment mais j'avais celui-ci depuis plus longtemps et celui-ci finalement m'intéressait un peu plus et vraiment ça a été une excellente lecture, c'est un titre que je vous recommande très très grandement.
Je me demande s'il est pas... Je sais pas s'il est très simple à trouver actuellement en grand format, il n'est pas sorti en poche pour le coup encore. Mais vraiment c'était hyper chouette, c'était exactement ce dont j'avais besoin, c'était une lecture qui était dans laquelle je suis très vite rentrée et dans laquelle il se passait plein de choses hyper intéressantes. Dans ce récit, du coup, comme pour Daisy Jones and the Six, Taylor Jenkins Reid reprend un petit peu le même concept dans le sens où on a une interview d'une personnalité qui va revenir sur sa vie, sur sa carrière d'une artiste, mais en sachant que cette personnalité, cet artiste n'a absolument pas existé. Tout ça est complètement fictif. Donc pour Daisy Jones and the Six, on suit du coup Daisy Jones qui est une chanteuse et musicienne qui était donc à la tête d'un groupe de musique. Pour les 7 maris d'Evelyn Hugo, du coup on suit bien Evelyn Hugo qui était une grande actrice, une très très grande actrice du cinéma qui a commencé sa carrière dans les années, je sais plus, 50 je crois si je dis pas de bêtises. Et qui effectivement du coup s'est mariée 7 fois et du coup donc on va la suivre en fait à travers Monique. Monique c'est une jeune femme qui est journaliste. Sa carrière stagne un petit peu, elle a envie qu'il se passe d'autres choses et finalement un jour eh bien on va la contacter. Evelyn Hugo, donc la grande star de cinéma, avait un petit peu disparu du radar ces dernières années et finalement elle va mettre en vente aux enchères pas mal de ses robes très iconiques qu'elle a portées lors de cérémonies de remise d'Oscar, etc. Enfin vraiment des robes très très iconiques et du coup il y a une interview qui va être faite. Les dernières interviews d'Evelyn Hugo remontent à il y a extrêmement longtemps et du coup c'est vraiment l'événement et finalement ça va être un peu plus qu'une interview qui va se dérouler et ça va être vraiment ciblé avec Monique. Du coup nous on suit tout ça et finalement Evelyn Hugo va raconter toute sa vie à Monique et va lui raconter du coup les 7 maris qu'elle a connus mais aussi toute sa vie autour et va lui raconter finalement la personne qui a vraiment compté pour elle, celle qui voilà, a vraiment énormément compté dans sa vie, celle qui a été son grand amour puisque du coup on est ici sur un récit LGBT puisque donc Evelyn Hugo était bisexuelle et du coup voilà on a toute cette histoire là, c'était une histoire vraiment hyper touchante que j'ai beaucoup appréciée. C'était un récit que j'ai vraiment trouvé très chouette, que je vous recommande très chaudement. Je trouve qu'il y a tout un côté très cinéma, Hollywood, etc., très paillettes, très glamour, beaucoup de faux semblants et finalement derrière tout ça on a le personnage d'Evelyn Hugo qui est un personnage qui est assez égoïste quand même, qui n'est pas forcément quelqu'un de très sympa, qui fait beaucoup de choses par intérêt, mais malgré tout on la découvre très humaine derrière tout ça et si c'est un personnage qui peut être assez agaçant au départ, on se rend compte finalement de tout ce qu'elle fait, de pourquoi est-ce qu'elle fait toutes ces choses et j'ai trouvé vraiment que c'était un personnage très chouette. Alors effectivement cette couverture a fait parler d'elle parce que elle n'est pas très représentative de l'héroïne. Evelyn Hugo est effectivement blonde et c'est une bombe de son époque, mais Evelyn Hugo est également d'origine cubaine, donc voilà, c'est pas clairement ce que laisse transparaître cette couverture, contrairement à ce qui était le cas de la couverture en VO qui laissait quand même suggérer une couleur de peau un peu plus foncée. Mais voilà, c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup apprécié, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, finalement c'est un récit qui est plus profond que ce qu'on peut imaginer, c'est pas juste une histoire de paillettes et de femmes mariées 7 fois. Il y a beaucoup de personnages très touchants qu'on suit également, puisqu'on suit finalement pas juste Evelyn, mais on s'attache aussi beaucoup à beaucoup de personnes qui gravitent autour d'elle pendant de nombreuses années. Donc voilà, vraiment c'était très chouette, c'est un récit que je vous recommande très chaudement et pour ma part je lui ai mis la note de 19/20. Alors c'est un beau bébé, il fait 570 pages je crois, mais c'est un récit qui est, la typographie est assez aérée, c'est assez gros, c'est assez aéré, donc vraiment ça se lit très bien. Quand j'ai commencé à lire, je suis rentrée dedans et j'ai lu 150 pages d'un coup. Enfin vraiment voilà, je trouvais que c'était un récit qui se lisait très bien, qui était très prenant. Et du coup c'est vrai que ça me donne envie de lire Daisy Jones and the Six. En plus j'avais vu plein de très bons retours dessus. Donc voilà, c'est vrai que du coup ça donne très envie. Mais voilà, vraiment celui-ci je vous le recommande très chaudement. Ensuite, je me suis lancée dans Les Brumes de Cendre Lune par Georgia Caldera. Donc c'est aux éditions J'ai lu et ce premier tome s'appelle Le Jardin des âmes. Le deuxième tome est déjà sorti, je sais pas combien de tomes il durera, je crois que c'est une trilogie mais je vous dis peut-être des bêtises.
Du coup c'était le dernier titre qui me restait à lire pour ma sélection, des 5 finalistes pour le PLIB, et je suis un petit peu juste en termes de timing puisque les votes se terminent cette semaine. Du coup voilà, il fallait vraiment que je le lise là et que je vous en parle maintenant. J'y allais un petit peu méfiante puisque j'avais pas du tout aimé l'autre titre de Georgia Caldera que j'avais lu, que j'avais abandonné en fait, à savoir Les Larmes Rouges. J'avais trouvé le style très lourd, l'héroïne insupportable, le traitement du suicide et de la dépression un petit peu gênant, et ensuite ça partait dans une histoire de vampire assez gore. Enfin bref, du coup vraiment ça n'avait pas été une chouette réussite avec moi. Donc quand j'ai vu que Les Brumes de Centre-Lune étaient dans les finalistes, je me suis dit bon, ce sera l'occasion du coup de retenter avec Georgia Caldera, mais c'est vrai que du coup j'y allais un petit peu en me demandant ce que ça allait donner, et c'est pour ça aussi que je voulais pas le lire juste après le tome 5 des Chroniques d'Ozzy, parce que j'avais peur finalement de retomber à nouveau dans une lecture un petit peu décevante. Du coup, je dois dire que finalement c'est un titre qui est plutôt bien passé. Ça n'a pas du tout été une grosse déception ou un abandon comme ça avait été le cas avec Les Larmes Rouges. Malgré tout, je tiens quand même à dire que j'ai eu beaucoup de mal avec les 100 premières pages. C'est un récit qui fait 375 pages je crois, en format papier. Ça se lit vraiment bien, c'est un récit qui est assez... Enfin, ça se lit bien dans le sens où c'est quand même assez prenant. Mais j'ai eu vraiment du mal avec les 100 premières pages, puisque finalement on arrive dans un univers duquel on ne sait rien, et les éléments de compréhension de l'univers prennent beaucoup de temps à arriver. Et le style de Georgia Caldera, je pense que c'est son style dans tous les récits, et effectivement un style qui est quand même assez lourd, assez détaillé, assez alambiqué. C'est un style qui va pas au plus simple, loin de là. C'est une écriture qui est travaillée, et ça peut faire... Enfin, je trouve que ça fait plutôt plaisir de lire une écriture travaillée, mais je trouve aussi que c'est parfois un petit peu trop, et que du coup ça rend la lecture pas forcément très fluide. Voilà, du coup le fait qu'il y ait ça, plus un univers dans lequel on comprenait rien, dans lequel moi personnellement je comprenais rien, j'avais un petit peu de mal quand même à entrer dedans. Une fois on va dire les 100 premières pages passées, on commence à un peu plus appréhender l'univers, et à partir de ce moment là ça a vraiment mieux été. À partir de ce moment là j'ai trouvé que la lecture était fluide, que les personnages étaient plutôt attachants, même s'il y a une espèce de pseudo-romance dedans, en tout cas une attirance très forte entre deux personnages, et c'est une attirance que je ne comprends pas, voilà, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est là, je la trouve pas forcément, assez difficile à comprendre en tout cas. Après sinon il y a beaucoup de très bonnes idées dans le fonctionnement de l'univers, je trouve ça vraiment chouette. Une fois qu'on a les clés pour comprendre cet univers, je trouve qu'il y a plein de super bonnes idées, et qu'il y a un côté un peu steampunk aussi qui est vraiment intéressant. Il y a certaines choses où j'ai pas encore très bien compris pourquoi, notamment le rôle de la musique, j'ai pas encore très bien saisi. Mais voilà, du coup c'est un récit que j'ai bien apprécié malgré tout. Pour ce qui est du résumé, ça va être un petit peu compliqué. Du coup, on suit l'histoire de Céphise, qui est cette jeune femme. Céphise, dans le prologue, en fait, on la découvre avec sa famille, donc son frère et ses deux parents. Et en fait, elle vit dans un monde dans lequel toutes les pensées sont contrôlées. Chaque personne qui ne pense pas comme il le faut est considérée comme déviante, et une personne qui est déviante, il peut lui arriver deux choses. Soit vraiment elle est très déviante et du coup elle fait partie, comme il y en a toutes les semaines, tous les dimanches, des condamnés à mort de la semaine, soit ils se retrouvent en fait modifiés. Les personnes qui sont modifiées, on va finalement leur couper les membres et leur mettre des prothèses à la place, et ces prothèses vont permettre de mieux contrôler les personnes. De mieux les contrôler. Ces personnes sont des modifiés je crois, et du coup voilà, en gros dans cet univers il y a les personnes normales qui sont en gros les personnes qui pensent comme il le faut, les personnes qui sont modifiées, et puis donc tout ça est dirigé par des dieux. Ces dieux sont assez particuliers, et donc ces dieux sont accompagnés de l'ombre. Et l'ombre, eh bien, c'est le bourreau, l'exécuteur, qui zigouille absolument tous ceux qui ne pensent comme il ne faut pas penser. Donc voilà. Du coup, dans le prologue, on suit Céphise. Céphise va voir ses deux parents tués pour des pensées mauvaises, son frère enrôlé dans la garde, et elle est modifiée alors qu'elle est seulement une enfant. Et ensuite donc on la découvre plusieurs années plus tard. Entre temps elle a grandi pas mal seule, elle est très proche d'un jeune homme avec lequel elle a beaucoup grandi. Et on va également suivre un autre personnage qui s'appelle Voltaire. J'ai un doute, je sais que c'est un nom
c'est un nom d'auteur, Voltaire ou Verlaine, je sais plus, Voltaire je crois. Du coup, donc lui, ce jeune homme, c'est un jeune homme qui est un peu particulier, qui a un rôle au sein de cette société. Euh, et, euh, et finalement, en fait, voilà, on va découvrir que ces deux personnages sont liés. Et sont liés notamment par la musique, mais aussi par des espèces de souvenirs communs qu'ils ne savent pas qu'ils ont eu en commun. C'est un peu compliqué, et finalement, quand ils vont se rencontrer, il va se passer pas mal de choses. Ils vont se rencontrer à un moment où il y a des révoltes qui commencent à naître. On va se rendre compte en fait que finalement bah, les dieux ne contrôlent pas aussi bien la société qu'ils le pensent et qu'il y a certaines personnes qui finalement échappent à leur radar, comme c'est le cas de Céphiz qui a des pensées extrêmement agressives et des gros désirs de vengeance par rapport à ce qui arrivait à sa famille, mais ses fils finalement passent complètement hors des radars. Et on suit également des orphelins des rues et on suit donc aussi l'ami, je crois qu'on suit aussi l'ami d'enfance de Céphiz et deux autres personnes qui font un petit peu partie de ce groupe de dieux. Enfin, une personne qui fait partie du groupe de dieux et une personne qui lui est liée. Donc voilà, du coup on a quand même pas mal de points de vue à mettre en place au départ, un univers qui est finalement assez riche, assez complexe, puisqu'il y a plein d'autres choses dans cet univers, voilà, je ne vous dis pas tout juste là. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était un univers qui était intéressant. Il y a un côté un peu dystopique, mais que j'ai trouvé intéressant, qui m'a pas gêné. Ce côté mécanique, un peu steampunk, est également chouette. Voilà, après c'est vrai qu'effectivement il y a cette espèce de connexion entre Céphiz et Voltaire que je trouve assez étrange et dont je ne comprends pas très bien l'issue, et c'est vrai qu'ils sont aussi très liés, donc comme je disais, par rapport à la musique. Et je pense que la musique a un rôle en plus de juste le fait de jouer de la musique dans l'univers, mais j'ai pas très bien saisi non plus. Donc voilà, du coup je sais pas trop, je pense lire la suite parce que je suis quand même assez curieuse d'en connaître un peu plus. Mais j'espère vraiment que le début du deuxième tome ne sera pas à nouveau introductif et qu'on aura vraiment directement la continuité, puisqu'il se passe quand même de grosses choses à la fin du premier tome. Donc on a quand même envie de savoir ce qui va pouvoir se passer par la suite, mais j'espère voilà, qu'on va pas repartir sur un tome avec un premier tiers introductif, parce que c'est pour moi ce qui a péché ici. C'est un titre que j'ai bien aimé et je lui ai mis donc pour ma part la note de 15/20, ce qui est une bonne note. Ça aurait pu être une meilleure note si j'avais pas eu cette introduction quand même un petit peu pénible. Donc voilà. Et du coup pour terminer, je vais vous parler de ma lecture du tome 2 de la bande dessinée Harry par Rolling Pen et Katmos James. Donc ce tome 2 s'appelle La gorge d'Ifati. C'est un récit que j'attendais avec grande impatience parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome qui s'appelait Les yeux d'Isalo, ou Dans les yeux d'Isalo, je sais plus exactement. C'est aux éditions des Bulles dans l'Océan, qui est un collectif qui réunit du coup des auteurs de bandes dessinées et également je crois d'autres récits illustrés qui sont originaires du coup des îles de l'océan Indien, donc du coup de la Réunion, de Madagascar, de Mayotte, etc. Enfin toutes les îles francophones. Du coup, ce titre-ci est écrit par un dessinateur, écrit par un scénariste et dessiné par une illustratrice qui sont malgaches, donc de Madagascar, et c'est un titre qui est vraiment très ancré dans la culture malgache. Pour ma part, je me suis rendue à Madagascar il y a de ça maintenant quelques années, et c'est un voyage qui m'a vraiment beaucoup marqué, et du coup je suis toujours curieuse de découvrir tout ce qui touche à Madagascar. En plus de ça, c'est un récit qui est quand même assez ancré dans les traditions et dans les croyances malgaches, donc je trouve ça vraiment chouette. Et les dessins sont absolument superbes et les couleurs aussi, donc voilà, du coup ça fait de très beaux paysages. C'était déjà ce qui m'avait attirée avec le premier tome. Je vais essayer de vous trouver. Alors tout ça c'est les planches de nuit. Voilà, comme ça par exemple. Donc voilà, du coup dans le premier tome on suivait finalement donc Harry, qui est une jeune fille qui vit dans un village. Et ce village connaît de très gros soucis, et finalement Harry est en gros envoyé puisqu'on la sacrifie un petit peu en quelque sorte, et finalement c'est elle qui va apporter la solution au problème, et ça l'emmenait du coup dans les gorges de l'Isalo, enfin dans le parc de l'Isalo, qui est un parc que j'ai visité à Madagascar.
Et donc finalement ici on va suivre une communauté complètement différente au sud de Madagascar qui connaît de gros soucis. C'est une communauté de pêcheurs et finalement on comprend qu'il y a eu à cet endroit-là une pêche très intensive qui s'est développée avec de gros filets, etc. Et du coup ça a à la fois complètement décimé les populations de poissons, ça a également beaucoup abîmé les coraux et toute la biodiversité. Et puis du coup ça a également un impact économique très fort sur la population qui se retrouve à vivre très difficilement. On a donc un impact écologique aussi, des enjeux économiques, des enjeux au niveau de la population. Et finalement, face à tous ces enjeux qui sont très réels, la solution pour les personnages, ça va être d'aller chercher Harry, puisqu'ils ont entendu parler de ce qui s'était passé dans le village, et qu'ils se disent que voilà, la solution à leur problème, c'est Harry. Du coup, ils vont aller la chercher et ils vont l'emmener du coup dans une nouvelle quête. Donc à la fois, c'est comme pour le premier tome, finalement, on retrouve voilà, ces enjeux, l'aspect écologique et en même temps beaucoup de croyances qui sont mises dedans, beaucoup de traditions qui font également partie de la résolution du problème. J'ai trouvé ça vraiment très chouette et derrière tout ça, donc il y a une quête de soi qui est très importante du côté d'Harry, mais également un petit peu ici du côté des autres personnages. Les dessins et les couleurs sont vraiment super beaux, c'était un récit que je trouve très immersif. Le seul petit bémol que j'ai à faire ici par rapport au premier tome, c'est que je trouve que on comprend finalement que derrière toutes ces histoires individuelles, il y a l'histoire d'Harry, qui est un petit peu le grand fil conducteur sur les différents tomes. Et dans ce tome-ci, on nous laisse beaucoup de pistes sur l'histoire d'Harry, on nous donne beaucoup d'informations là-dessus, mais ça ne finit pas. Ça finit vraiment de manière un peu abrupte de ce côté-là. On comprend qu'il va y avoir d'autres choses derrière, mais c'est tout. Et du coup voilà, c'est vrai qu'il y a un petit côté un petit peu frustrant là-dessus. Je sais pas combien de tomes sont prévus, en tout cas il y en aura forcément encore au moins un pour finir cette histoire. Mais c'est vrai que j'avais trouvé du coup que le premier tome se lisait un petit peu plus de manière indépendante. Dans le premier tome, finalement, on avait cette jeune fille dont on connaissait pas trop les origines, qui se posait un petit peu des questions. Ici on commence à avoir des réponses mais pas encore toutes. Du coup voilà, c'est vrai que ça laisse un petit peu plus dans l'attente, dans l'expectation de la suite. Mais en tout cas vraiment c'était une très chouette histoire à nouveau et du coup j'espère que le troisième tome verra le jour et qu'il verra le jour d'ici pas trop longtemps. Donc voilà, et du coup j'ai mis la note de 17/20, c'est une série que je vous recommande grandement de découvrir. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez déjà lu d'autres livres de ces auteurs. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!